Bien le bonjour les Inxos et vous êtes sur Os Comics et on va se faire une petite vidéo conseil de lecture. Qu'ai-je lu pendant le confinement? Parce que ça fait 2 mois, ça y est, que je suis enfermé chez moi, nous sommes le 9 mai. Et du coup, le confinement se termine officiellement le 11 mai, donc dans 2 jours. Donc la question, le sujet de cette vidéo, c'est qu'ai-je lu pendant le confinement? Qu'avez-vous lu vous pendant le confinement? N'hésitez pas à commenter. Ça pourra nous permettre de nous donner des idées aux uns aux autres. Alors il faut savoir que j'ai pas lu, 2 mois c'est une période relativement longue, mais j'ai pas lu énormément non plus. J'ai lu quand même pas mal, mais j'aurais pu lire beaucoup plus en 2 mois, sachant que je ne suis pas allé travailler. Le truc c'est que j'ai pas cédé aux sirènes d'Amazon en fait. Voilà, j'ai préféré attendre la fin du confinement pour pouvoir investir de l'argent chez mon libraire lorsque tout ceci serait terminé, parce que j'estime que mon libraire a plus besoin d'argent qu'Amazon. Bref, donc du coup, je me suis contenté de lire pendant ces 2 mois ce que j'avais en stock. Voilà, tout simplement. Alors, on va commencer avec Aquaman, tome 5. Ça fait un petit bout de temps que je l'ai en stock, celui-ci. Le problème que j'ai avec la série Aquaman Rebirth, c'est que j'ai laissé passer trop de temps entre le tome 4 et le tome 5, en fait. Voilà, j'avais adoré le tome 3. Le tome 4 était un tome charnière, en fait, qui mettait en place ce qui allait se passer dans le tome 5. C'était un pré-final, en fait, voilà. Et le final, bien évidemment, du run de Dan Abnett, il a lieu dans ce tome 5. Le problème, c'est que, dans un souci éditorialiste, j'aurais préféré que le tome 4 n'existe pas, en fait. Que tout ce qui a été regroupé dans le tome 4 paraisse soit dans le tome 3, soit dans le tome 5, en fait. Parce que, du coup, il y a eu un petit bout de temps entre le tome 3 et le tome 4, déjà, qui te coupe un peu ta hype. Et puis moi j'ai laissé passer encore plus de temps entre le tome 4 et le tome 5, c'est le problème. Et du coup, ça a été dur pour moi de revenir là-dessus parce que dès les premières pages, il a fallu que je me resitue un petit peu l'action, que je recontextualise tout ça. Et c'était plus très frais pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai eu un peu de mal et j'ai pas savouré ce Aquaman Régicide, donc le tome 5, à son juste titre, j'imagine. Pour cette raison. Voilà. Alors visuellement, c'est la gifle, c'est du Riccardo Federici. Riccardo Federici, il avait repris la place de Stepjan Sejic, qui avait bossé sur le tome 3, que j'avais trouvé magnifique. Vous savez tous que depuis que j'ai lu le tome 3 de Aquaman Rebirth Underworld, Stepjan Sejic est devenu mon dessinateur préféré. Parce que je ne le connaissais pas avant et j'ai été subjugué par la beauté de ses dessins. Et Riccardo Federici, on est exactement dans le même style, ça fait vraiment penser à... C'est à s'y méprendre, hein, clairement. On est vraiment dans le même type de couleurs, de lumière, mais surtout de traits. Et je sais pas si je vous l'ai montré, celle-là, mais regardez, c'est magnifique. Vraiment, c'est super beau et c'est la grande force pour moi d'Aquaman Rebirth. C'est les dessins de Federici. Alors le problème, c'est qu'il n'y a pas que lui qui bosse sur les numéros qui sont présents dans ce tome 5. Il y a du bon, il y a du moins bon. Par exemple, je vais vous montrer le... Ça, c'est le combien? Le Aquaman numéro 34, dessin et ancrage Kelly Jones. Là par contre, c'est clairement pas terrible, tu vois. Et par contre, j'ai retrouvé avec plaisir donc Stepjan Sejic sur des variantes cover qui sont présentes ici. Enfin, c'est pas des variantes cover en fait, c'est les covers des épisodes kiosque. Regardez celle-ci de Stepjan Sejic, la couverture. C'est à se damner, c'est magnifique. Vraiment, c'est... Je comprends pas pourquoi Urban ne le met pas plus en avant. Et j'attends de pied ferme son one-shot Arline qui va sortir et qui va nous conter les histoires, qui va nous conter l'origine story d'Harley Quinn, personnage que je n'aime pas forcément, mais une origin story façon Mad Love, beaucoup plus glauque, beaucoup plus sombre et beaucoup plus réaliste, avec les dessins de Stepjan Sejic. Je crois que c'est lui qui scénarise, mais je me trompe peut-être. Je sais pas ce qu'il vaut en termes de scénario, mais c'est un bouquin que je vais acheter Day One parce que c'est devenu mon artiste préféré. Regardez ça si c'est pas sublime. Bref. Donc la couverture de Stepjan Sejic et le dessin de Riccardo Federici, c'est magnifique, il n'y a rien à dire, c'est sublime. Voilà, le problème c'est comme je vous l'expliquais, j'ai pas savouré ce titre à son juste titre pour le coup, parce que j'ai laissé passer trop de temps. À noter que la fin est décevante. Pourquoi? Parce qu'on fait intervenir, alors je vais pas vous spoil, mais il faut savoir qu'à la fin on fait intervenir des personnages, pour conclure le run, on fait intervenir des personnages qui n'ont rien à voir avec le Aquaverse, et des personnages qui pour moi n'ont rien à foutre là. Voilà. Et je sais pourquoi, je connais un petit peu les ficelles du truc, je sais pourquoi on fait intervenir parmi ces personnages l'une d'entre elles qui est un personnage féminin que je n'aime pas forcément, mais je ne vais pas vous dire lequel. Il y a un personnage féminin qui intervient, personnage féminin qui vend beaucoup,
beaucoup chez DC Comics. Voilà, c'est un petit peu le faire valoir. Et du coup, on la fout un peu partout. Et dans un récit Aquaman, je ne vois pas pourquoi, clairement. Et je n'ai pas du tout aimé l'intervention de cette équipe. Je n'ai pas du tout aimé l'intervention de ces personnages qui n'ont rien à foutre là. D'autant plus qu'il y a du out of character pour certains d'entre eux. Notamment le personnage féminin en question. Pour moi, il est complètement out of character là-dedans. Donc je vois pas l'intérêt de me le mettre là, histoire de dire tiens, t'en veux pas, mais t'en bouffes quand même parce que c'est notre poule aux œufs d'or. Et puis en plus de ça, on l'a tellement usé ce personnage que maintenant il n'a plus aucun sens. Voilà, donc c'est vraiment le défaut qui vient saboter la fin du run de Dan Abnett. Un run qui avait commencé, un run qui est un peu en dents de scie, le Aquaman Rebirth, si je devais résumer. Les 2 premiers tomes, je les ai lus, mais j'étais pas dedans, quoi. J'avais préféré le New 52 qui était largement au-dessus pour moi. Et quand je suis arrivé au tome 3, Underworld, ça a été le tome charnière, celui qui a complètement changé la direction du titre. Et le tome 3, Underworld, il était sublime. On était sur un thriller en huis clos, sous-marin à Atlantis, avec Arthur Curry qui était mis plus bactère, qui était pourchassé de partout. Et au sein de son propre royaume, c'était devenu un paria. Et il y avait les dessins de Stephen Seji qui en étaient uniquement consacrés, comment dire, le récit était uniquement consacré à Atlantide. Donc pour une fois, on avait Aquaman qui était sous l'eau. Et moi, j'aime bien lire du Aquaman sous l'eau, je le répète. Quand il est sur Terre, ça m'emmerde, il a rien à foutre sur Terre. Et du coup, le tome 3 Underworld, c'est un des meilleurs trucs que j'ai lu sur Aquaman. Donc forcément, après, je suis allé sur le tome 4, qui était décevant parce que c'était pas la fin, c'était du remplissage. Et puis le tome 5, c'est la fin qui est pas non plus mauvaise, mais qui est décevante parce que il y a des choses qui n'ont rien à foutre là. Une autre de mes lectures, on me l'a survendu, donc je l'ai acheté et j'ai profité du confinement pour le lire. Batman Damned de Azzarello et Bermejo. Alors Bermejo, moi je l'avais découvert sur le Luthor, qu'il avait bien évidemment coécrit avec Azzarello et qui était génial. Génial. Mais j'avais un problème avec son dessin parce que son dessin, je le trouve oppressant. Je le trouve épais, je le trouve sombre, je le trouve... alors quand il fait du Batman, ça va. Clairement, ça va. Mais quand il traite d'autres personnages, par moments, j'ai un peu de mal. Mais je trouve que sur Batman Damned, je vais le prononcer à la française, Bermejo, mais il se surpasse. Et c'est magnifique. C'est vraiment une claque visuelle. À chaque fois que tu tournes une page, tu tombes sur un truc. Il y a une composition. Regardez-moi ça. Il y a la composition des pages. Le rendu d'un Batman qui est vraiment brutal et bestial. Pour le coup, c'est presque un animal. Non. Bermejo, il y a des personnages qui sait vraiment mettre en valeur. Son Batman est bourrin, il est brut, il est physique. Regardez-moi cette double page avec le Swamp Thing. C'est pas sublime. Je vois pas ce que je vous montre, hein, mais vu que je me cache le retour. Mais Batman Damned, regardez cette Zatanna. C'est visuellement magnifique. Il n'y a rien à redire. Et on est sur quelque chose de très sombre, comme j'expliquais, noir, avec des couleurs très sombres, très, très foncées. Pourquoi ? Parce que déjà d'une, c'est un récit Batman, mais en plus de ça, on fait intervenir John Constantine. Et John Constantine, il apporte avec lui toute cette dimension de démon, cette dimension surréaliste, fantastique, qui est propre à son univers. Et du coup... donc là, on arrive sur la partie scénaristique. J'ai vraiment pas accroché. Donc je vais finir avec la partie graphique, regardez. Par moment, ça sert à rien d'ouvrir sa gueule, il suffit juste de montrer des pages pour convaincre les gens. Non, vraiment, si vous avez aimé Bermejo sur Joker ou sur Luthor, qui sont ces 2 œuvres phares, c'est vrai que quand on cite Bermejo, on pense tout de suite à Joker et à Luthor. Je trouve que sur Batman Damned, il s'est surpassé, il livre un travail d'une qualité, mais c'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment époustouflant, quoi. Et ce que j'aime beaucoup, c'est son jeu. Vous voyez, on est toujours dans des environnements très sombres, comme j'expliquais, une Gotham City qui est dans la nuit, qui est dans les ténèbres, mais on joue beaucoup avec les couleurs, les lumières un peu naturelles, vous savez, naturelles. Avec les gyrophares des bagnoles de flics, avec les spots lumineux des enseignes, et c'est ça qui va apporter des lumières et de la couleur aux pages, en fait. C'est-à-dire que les couleurs vives, elles sont apportées par les spots, par les néons quand tu es en boîte de nuit, par les gyrophares des bagnoles de flics, et du coup c'est sublime, quoi. Il y a vraiment une atmosphère.
qui est propre à ce bouquin, que j'ai rarement vu ailleurs, et c'est sublime. Le problème, parce qu'on a sur Batman Damned, c'est que, moi, pour ma part, je n'ai rien compris. Je n'ai rien capiche à l'histoire. Voilà. Je lisais ça et dès le départ, j'ai compris que ça allait être compliqué parce que déjà, il y a John Constantine qui est malheureusement un personnage que je ne connais pas plus que ça. Voilà, mis à part le film et ce que j'ai lu de lui dans les New 52, qui n'est pas du tout représentatif de ce qu'est le personnage de Blazer à la base, et je le sais. Mais voilà, je me suis retrouvé avec un truc avec John Constantine. Même si c'est un personnage que je connais pas plus que ça, c'est pas un personnage qui m'attire. Hein. Je veux dire, ce que j'ai vu de lui dans Justice League Dark, je m'en fous un peu. Ouais, j'ai positionné, tu l'as vu aussi. J'en ai foutu plein le bouquin, mais c'est pas grave. Et là, clairement, j'ai rien compris. Voilà, j'ai tourné les... Et à la fin, le bouquin m'est tombé des mains, quoi. Et je tournais les pages et c'était uniquement dans le but de me repaître du visuel qui est, lui, sublime. Mais pour ce qui est de l'histoire, j'ai lâché prise et à aucun moment j'ai essayé de raccrocher parce que non, ça m'est passé au-dessus, hein, vraiment. Je ne sais pas ce qu'a essayé de m'expliquer Azzarello, je ne comprends pas le but, je ne sais pas ce qu'il a essayé de vouloir me dire, je n'ai pas compris, voilà. Je n'ai pas compris Batman Damned. Pour l'instant, dans le confinement, vous avez remarqué que j'ai lu deux trucs qui ne sont pas, pour le coup, exceptionnels. Alors, ensuite, j'ai lu un truc, alors là, ça faisait un petit bout de temps que je le trimbalais dans ma collecte, c'est le Joker Anthologie. Je fais la collection Urban de toute manière. Mais c'est vrai que les anthologies, dès que j'en vois en magasin, c'est le genre de bouquin que je vais prendre tout de suite. Parce que tu les trouves pas souvent tous. Tu vois, par exemple, tu as le Super Villain Anthologie qui est assez rare, que j'ai vu une ou deux fois chez le libraire. Wonder Woman Anthologie, il y a quelques années, il était assez fréquent, mais maintenant on ne le voit plus. Donc maintenant, dès que je vois un anthologie en rayon, je le prends. S'il est en bon état, tu vois. Parce que c'est le problème des grosses reliures urbaines, c'est que ça part en janelle très très vite dans une collection. D'ailleurs, un conseil, moi, c'est que les reliures urbaines, je les mets comme ça, hein, les gros bouquins. De toute façon, maintenant, je mets tous mes bouquins couchés. Regardez, je vais vous montrer un petit visuel de ma collection. Tous mes bouquins sont couchés. Hein. Tous mes bouquins sont couchés parce que, surtout sur les gros pavés comme ça, il faut que le camp il parte en javel. Bref, c'est pas le sujet. Donc celui-là, ça faisait un petit bout de temps que j'avais dans la collection. Et puis, vous connaissez mon attachement pour le personnage du Joker. Vous savez que c'est un personnage qui m'énerve plus qu'autre chose. Donc du coup, oui, forcément, j'ai mis un peu de temps avant de me jeter dedans. Et ce qui m'a vraiment donné envie de lire ça, c'est quand je me suis mis quand j'ai bossé sur mon épisode trombinoscope du Joker. Voilà. Parce que je voulais à tout prix lire... En fait, ce qui est très fort avec les collections anthologies, et c'est pour ça que j'adore ces livres, c'est que, comme c'est marqué derrière, en fait, vous avez une sélection de récits, très courts, une dizaine de pages maximum, concernant le personnage, qui se fait sur tout l'historique de publication. Vous avez l'âge d'or, puis l'âge d'argent, l'âge de bronze, l'âge des ténèbres, et enfin l'âge moderne, voilà, qui n'a plus aucun sens d'ailleurs. Pour moi, l'âge moderne, ça ne veut plus rien dire. Bon, on va dire le New 52, pour le coup. Et de par ce fait... c'est très intéressant quand tu aimes un personnage, grâce à un seul livre, tu te rends compte de ce qu'il a été, de ce qu'il est devenu et de ce qu'il pourra devenir demain. Voilà, là on est sur la première histoire du Joker, 1940. 1940 ou 40, c'est ça. Première histoire du Joker où tu te rends compte que dès la première histoire, en fait, le Joker, il était très proche, très très proche du Joker qu'on a actuellement. Il est passé par des phases un peu moins violentes, parce qu'on a eu le Comics Code Authority, on a eu vous voyez, ça c'était beaucoup plus comique. On a eu la période de l'âge d'argent où le Joker était plus un voyou, un rigolard, un plaisantin. Et puis après, on a eu un Joker qui est devenu de nouveau extrêmement violent avec le retour de Denis O'Neill et Neil Adams en 70 sur le personnage, dans une histoire qui m'a marqué et qui a d'ailleurs été adaptée par le dessin animé de Bruce Timm et Paul Dini, qui est l'histoire des 3 vengeances. Non, les 5 vengeances. Voilà, cette histoire-là. Cette histoire-là, dans laquelle d'ailleurs, quand j'ai lu ça, je me suis dit, putain, c'est marrant, cette Batmobile, je l'ai déjà vue quelque part. Alors, la Batmobile de Denis. Donc là, on est sur un récit de 70. Denis O'Neill, Neil Adams, hein, les superstars des années-là. La Batmobile que vous voyez là, tu vois, je lisais ça et je me dis, putain, je l'ai déjà vue quelque part, cette Batmobile. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est clairement cette voiture, cette Batmobile de 1970, qui a inspiré la Batmobile de Matt Reeves dans son prochain film The Batman. Voilà. Faut être fan du personnage, hein, parce que moi qui n'ai pas aimé, j'ai lu vraiment ça dans un
d'intérêt historique. Voilà, pour pas raconter de la merde sur mon trombinoscope. Tu vois. Parce que moi, les trombinoscopes, quand je les fais, j'essaie de ne pas faire du copier-coller Wikipédia, sinon ça n'a aucun sens. C'est pour ça d'ailleurs, je vous le rappelle, que les prochains trombinoscopes sont très longs à arriver, parce que j'attends le déconfinement. Par exemple, si j'ai envie de faire un trombinoscope sur Wonder Woman, j'ai envie de lire autre chose que ce que j'ai déjà lu. Voilà, donc en fait, quand je fais un trombinoscope, je le fais avec un minimum de bagage derrière. J'ai pas envie de faire un copier-coller Wikipédia ou MDC, ou tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, c'est pour ça. Tu vois, je m'inflige ce genre de truc. J'aime pas le Joker, je me suis infligé 368 pages de récit sur le Joker. Mais par contre, il y a des choses qui sont très bien. Hein, voilà. Si vous êtes fan du personnage, je sais même pas pourquoi je vous en parle, vous l'avez déjà sûrement dans votre collection. Bon, ça commence à s'éterniser, donc je vais essayer de faire vite, mais ça va être compliqué de faire vite parce que je fais ça par ordre croissant, décroissant. J'ai commencé par ceux que j'avais pas aimés, et je vais finir par ceux que j'ai adorés. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que celui-ci, je l'ai adoré, mais j'ai passé un bon moment. Harley Quinn et les Gotham City Sirens. Harley Quinn, c'est un personnage qui m'énerve. Quand on la sort de son jus, c'est un personnage qui pour moi n'a plus aucun sens. Le premier jus d'Harley Quinn, c'est bien évidemment le sbire du Joker. Avec son chapeau, avec les grelots et tout le bordel. Le sbire du Joker, personnage qui est folle amoureuse du Joker, lui il s'en bat les couilles, il la rejette constamment, elle revient, il la prend vraiment pour de la chair à canon, il joue avec elle, bref, on connaît les bails. Mad Love, Paul Dini, excellent. Voilà. On connaît tous les bails. Et c'est vrai que quand on essaye d'émanciper Harley Quinn, je ne suis pas contre l'émancipation d'Harley Quinn, d'en faire autre chose que la femme gaga qui ne fait que faire capoter les plans du Joker. Je ne suis pas contre ça une seule seconde. C'est bien de vouloir faire évoluer les personnages. Mais quand c'est pour en faire... Parce qu'on va me dire Harley Quinn, la première version d'Harley Quinn est ultra sexiste. Parce que c'est la boniche. C'est la boniche qui revient. Son mari la frappe, mais elle revient constamment. Bref, donc il faut l'émanciper. Quand tu veux émanciper Harley Quinn, il n'y a aucun problème. En faire autre chose que la boniche, je suis pour. Je suis pour. C'est bien qu'une femme soit autre chose qu'une boniche. Mais quand tu veux l'émanciper de cette manière-là, en l'ultra sexualisant, parce que là, on peut dire ce qu'on veut, mais la Harley Quinn de base, de Paul Dini, c'est peut-être la boniche, c'est peut-être la bouffonne. Quelque part, elle remplit son rôle. Mais elle n'est pas à aucun moment hyper sexualisée. À part peut-être dans Mad Love, avec les allusions à la Joker, tu veux pas monter sur ta Harley, etc. Voilà, bon. Il y a quand même 2-3 trucs coquins. C'est coquin, c'est pas salace. Et le problème, c'est que la Harley Quinn moderne, que je peux voir au cinéma, ou que je peux voir dans certains récits modernes, elle a toujours des décolletés plongeants, voilà, elle fait la pouffe. Et c'est ça qui m'énerve, c'est que du coup, vous voulez l'émanciper, mais vous en faites une pouffe quand même. Donc il n'y a aucun intérêt, en fait. Et voilà, c'est vraiment un problème que j'ai avec ces personnages qu'a Harley Quinn. Je trouve que, en fait, c'est des personnages qui seraient presque one-shot. Pour moi, Harley Quinn, elle a vraiment un rôle dans ce qu'elle a été à la base, c'est-à-dire la bouffonne du Joker, ce qu'elle est dans les jeux Batman Arkham. Mais ce qui m'énerve, c'est qu'on veut tout le temps la sexualiser. Et ça a commencé avec les jeux Batman Arkham Asylum en 2009, où des gens commençaient à montrer la ficelle de son string qui dépassait, à lui faire des décolletés plongeants, etc. Et je trouve que c'est un personnage qui n'a pas besoin de ça, je suis désolé, tu vois. Enfin, c'est pour ça que ça m'énerve. Tu voudrais émanciper le personnage pour vraiment en faire une femme forte, il n'y a aucun problème. Je suis pour. Le personnage subira une évolution tout à fait légitime. Le problème, c'est que l'évolution que connaît ce personnage, c'est juste que maintenant elle est célibataire et elle est fière de l'être, mais ça reste une bimbo pouf. Voilà. Qui n'apporte rien aux femmes, en fait. Si ce n'est la vision d'une gonzesse écervelée. Et donc j'ai ce problème-là avec ce personnage qu'a Harley Quinn. Voilà. Donc moi, je préfère la voir dans sa première version. Alors là, Gotham City Sirens, c'est Paul Dini, c'est Guillaume March au dessin. Guillaume March, c'est extrêmement sexy. Moi, j'avais découvert Guillaume March sur le Catwoman New 52 et il aime dessiner les femmes. Voilà. Ça se comprend. Je vais essayer de vous trouver. Regarde, Talia Al Ghul. Talia Al Ghul, il y a de quoi faire, tu vois ce que je veux dire. Guillaume March, c'est magnifique. Il aime dessiner les femmes, on le voit. Poison Ivy qui est dans son plus simple appareil. Enfin, regardez. C'est très sensuel, parfois un petit peu vulgaire, et c'est ce que je reproche
au dessin de Guillaume March. C'est très joli ce qu'il fait, Guillaume March, j'aime les jolies femmes, surtout quand elles sont bien dessinées. Le problème, c'est que faire des 95D à Catwoman, moi, c'est pas le genre de truc qui m'intéresse. Je suis un grand fan de Catwoman depuis que je suis enfant. Hein. Catwoman, c'est un de mes personnages préférés du Badverse, si ce n'est mon personnage préféré du Badverse. Donc je suis très... voilà, faut pas faire n'importe quoi avec ce personnage. Et quand on l'hypersexualise, ça a tendance à m'énerver. Et ouais, là, par exemple, ce qu'on voit sur la couverture, bah, c'est ce que j'aime pas, en fait. Quand on lui fait un 95D avec un décolleté plongeant, comment elle fait pour se déplacer, la meuf, tu vois. Voilà, moi, c'est le problème que j'ai avec Guillaume March, c'est que il en fait trop. Sur les gonzesses, il en fait trop. Putain, non, stop. C'est presque... Elles sont bien faites, c'est joli, mais c'est des morceaux de viande à force, tu vois. Et heureusement que là, il bosse avec Paul Dini, parce que du coup, Paul Dini nous livre une histoire dans laquelle, ben, comme son nom l'indique, les Gotham City Sirens s'allient, donc Poison Ivy, Harley Quinn et Catwoman, qui vont s'allier. Alors déjà, elles vont devoir faire face au passé d'Harley Quinn, qui vient de s'émanciper du Joker, on en parlait. Donc forcément, ça pose quelques petits problèmes. Étant donné que le Joker est quand même quelqu'un de plus possessif qu'on ne pourrait le penser. En fait, voilà, elles amènent chacun au trio leur univers et leurs petites histoires personnelles. Et du coup, elles vont s'allier. Mais alors, c'est pas la Justice League, hein, c'est les Gotham City Sirens. Hein, c'est-à-dire qu'on est plus proche de la Suicide Squad que la Justice League. Elles s'allient parce qu'il y a un intérêt, elles ont tout un intérêt dans cette alliance, hein, mais c'est pas pour le bien des autres, hein, qu'on soit d'accord. La personne la plus altruiste des trois, c'est peut-être Catwoman pour le coup. Donc c'est te dire que on est très loin d'idéaux comme pourrait véhiculer une équipe vertueuse comme la Justice League, voilà, qu'on soit d'accord. Mais ce que j'ai aimé là-dedans, c'est l'utilisation de l'homme mystère également. Il y a un passage, il y a le Sphinx qui semble avoir retourné sa veste et qui semble avoir fait ce qu'on appelle un face turn, c'est-à-dire qu'on a un Riddler qui est devenu gentil et qui œuvre pour trouver et faire arrêter des serial killers, voilà. Et elles vont s'allier à lui, enfin voilà, je ne vais pas trop vous en dire. C'est très frais comme lecture, c'est pas une lecture phénoménale, mais clairement c'est très divertissant, c'est frais. Le problème, c'est que les personnages féminins sont parfois montrés comme des bouts de viande, voilà. Et c'est du Guillaume March, hein. Après, voilà, je vous cache pas que c'est quand même joli à voir. Et pour le coup, les caractérisations sont parfaitement respectées. Poison Ivy, elle est vraiment liée à la terre, et là, tu le sens plus que jamais, quoi. Elle, c'est la terre et les plantes avant tout, avant le reste, avant même ses coéquipières. Elle vit pour le bien-être de ses plantes et de la terre. Enfin, voilà. Bon, Harley Quinn, elle est encore dans cette période d'émancipation et je trouve que le personnage perd un petit peu en profondeur parce que du coup, elle devient une bimbo qui sert presque pas à grand chose, honnêtement. Elle sert pas à grand chose dans cette histoire. Mais par contre, et là on en vient à mon personnage préféré qui est Catwoman, ben voilà, c'est la Catwoman que j'ai envie de voir, qui va user de ses talents de cambrioleuse pour les intérêts du groupe, mais qui va être par moments tiraillée entre le fait de faire le bien et le mal. Tu sais, Catwoman, elle c'est pas une criminelle, c'est pas une méchante, elle n'est pas non plus totalement du bon côté, elle a toujours le cul entre les deux chaises, et du coup la caractérisation est particulièrement réussie. On a un final épique où les trois sirènes sont obligées d'utiliser leur pouvoir en commun, leur capacité plutôt dirait-on, en commun pour venir à bout du méchant. Et donc t'as Poison Ivy qui fait pousser des lianes pour agripper les méchants, t'as Catwoman qui utilise son fouet ou qui parvient à dresser des félins, t'as Harley Quinn qui va à grands coups de marteau dans la gueule, enfin voilà. Et c'est ça que j'ai adoré, c'est une histoire franchement cool, ça se prend pas à la tête, c'est une lecture très divertissante, très folklorique. Et pour le coup, j'aurais préféré qu'ils adaptent ça au cinéma plutôt que leur Birds of Prey avec Harley Quinn. Tu vois. Je sais pas, là il y avait plus de choses à dire en fait avec ça. Quitte à en faire un film one shot comme ça, qui soit déconnecté de tout, bah c'était un très bon moyen de voilà des femmes fortes, qui s'allient dans leur propre intérêt. C'est pas non plus complètement cucu, elles font pas ça pour le bien de tout le monde ou quoi. Et enfin voilà, j'ai Gotham City Sirens, bonne lecture que je conseille. Enfin, la grosse gifle que j'ai pris pendant le confinement en termes de lecture, c'est ça. 4 tomes. Ed Brubaker présente Catwoman. Alors, pour la petite anecdote, Catwoman c'est mon personnage du Badverse préféré. Bon, je peux le dire.
Bon, il y a Batman forcément en numéro un, mais en numéro 2 j'hésiterai entre Jason Todd et Catwoman, mais je pense que je mettrai Catwoman parce que Catwoman, depuis que je suis tout petit, je suis fan de ce personnage. Vraiment. J'adore Catwoman. Et quand j'ai commencé ma collection Urban, en 2013, les premiers comics Urban que j'ai achetés, c'était en 2013. Et j'ai commencé par Catwoman. Voilà. Avant de lire Batman, la cour des hiboux, avant de lire du Superman, j'ai commencé par Catwoman. Et j'avais le choix en librairie entre, à l'époque où ça, c'était encore en librairie. Parce que là, pour le coup, tu vois, ça, j'ai dû demander à mon libraire de me les commander parce que lui, il ne les avait pas. Et il ne les faisait pas parce qu'il ne les vend pas. Donc, du coup, voilà. Et, euh, et un très gros, à l'époque où ça, c'était encore en librairie, donc je te parle de ça 2013, début 2014, à la Fnac, tu les avais, enfin voilà. Cultura, à l'époque, et ben, moi, j'avais préféré acheter les New 52. Je ne savais pas encore l'erreur que je commettais, mais voilà. Pourquoi? Parce que ça me paraissait plus simple de commencer une série Catwoman par un livre qui s'appelle Catwoman tome 1. Catwoman tome 1, tu feuillettes, c'est du Guillaume March au dessin. Et Guillaume March, même si voilà, on a toujours ce côté très exubérant des personnages féminins qui me dérange un peu, c'est magnifique. Ces dessins, ils sont magnifiques, c'est des dessins ultra modernes. Enfin voilà, et c'est vrai que quand tu commences le monde des comics et que tu feuillettes du Guillaume March ou que tu feuillettes du Darwyn Cooke, parce que ça c'est dessiné en partie par Darwyn Cooke, mais pas que, bah c'est vrai que je suis désolé, hein, et je sais qu'il y a des fans de Darwyn Cooke, et je ne veux pas insulter sa mémoire en disant ça, mais pour le coup, je suis allé naturellement vers le New 52 parce que le dessin de Guillaume March me paraissait plus attrayant, plus dynamique, plus moderne. Voilà. Et en fait, le problème, là, c'est dessiné en partie par Darwyn Cooke et Cameron Stewart. Cameron Stewart, c'est un dessinateur canadien qui a quasiment le même style que Darwyn Cooke. Je vais sûrement me faire des ennemis en disant ça. Parce que pour certains, Darwyn Cooke est unique, c'est une légende, il est intouchable. Mais Darwyn Cooke, voilà, c'est ce style très léger, très cartoon, très dessin animé. Et moi, je n'aime pas. Pour la même raison que je n'aime pas, par exemple, le dessin d'Ed McGuinness. J'ai du mal avec ce genre de dessin. J'adore les dessins animés d'ici, j'adore ça. Mais il y a deux choses. Il y a le dessin animé, il y a le comics d'un côté. Et j'ai du mal. C'est joli, mais c'est pas mon style. Voilà, tout ce qui est Cameron Stewart, Darwyn Cooke pour le coup, c'est pas très très joli. Voilà. Et donc la partie graphique de ce Ed Brubaker présente Catwoman, c'est ce qui m'a le plus déçu. Surtout quand on est sur du Cameron Stewart, parce qu'à la limite, Darwyn Cooke, il maîtrise quand même son sujet, même si c'est pas un style que j'aime, c'est maîtrisé. C'est vraiment maîtrisé, pas de problème. Cameron Stewart, je pense, je me trompe peut-être en disant ça, j'en sais rien, j'ai pas fait de recherche, mais ça doit être un élève à Darwyn Cooke ou quelqu'un qui lui est assez proche et qui essaye un petit peu d'imiter son style, mais tu sens qu'il y a moins d'assurance dans le trait. Bref, la partie graphique, voilà, c'est sur le tome 4, je vais trouver du Cameron Stewart. Du coup, tac tac. Vous voyez, c'est vraiment le même style, mais c'est pas aussi fin, je sais pas, il y a quelque chose qui... Tu vois que c'est peut-être un peu plus maladroit, voilà, un peu moins maîtrisé. Quoi qu'il arrive, puis peut-être au niveau des couleurs aussi. Quoi qu'il arrive, voilà, j'avais un peu de mal à me mettre dedans pour ce côté dessin. Hormis ça, au scénario, on a Ed Brubaker. Ed Brubaker, moi je l'ai découvert sur Gotham Central, qui est un des plus grands comics que j'ai lu à ce jour, j'imagine. C'est excellent. Voilà. C'est du polar, c'est policier, c'est très violent. Et là où ça, c'est énorme, notamment le tome 2, je crois que c'est le tome 2 qui m'a le plus bluffé, avec l'arc avec Black Mask. Là où c'est énorme, c'est qu'il y a une violence là-dedans, mais viscérale et profonde. Tu vois Black Mask comme tu ne l'as jamais vu. Tu vois un Black Mask qui torture des gens pour les faire parler, qui est extrêmement mais cruel. Et Black Mask, mais il prend plus 200 charisme là-dedans. J'ai pas envie. Après avoir lu ça, j'avais déjà pas envie de le voir, mais j'ai encore moins envie de voir Birds of Prey. Tu vois, quand je vois ce qu'ils ont fait de Black Mask dans les trailers et tout. Là, le Black Mask qu'on a là-dedans, mais il est d'une cruauté, mais sans pareil. Et tu comprends pourquoi le mec s'impose comme un baron du crime. Dans une ville comme Gotham, c'est pas Paris, quoi, tu vois. Pour devenir un baron du crime à Gotham, faut couper des têtes, clairement.
Et tu comprends pourquoi un personnage qui est souvent relégué au second plan comme Black Mask, comment il peut être quand même suffisamment puissant pour devenir un baron de la pègre. Quoi qu'il arrive, on a une Catwoman qui est livrée à elle-même, c'est-à-dire qu'elle n'est pas assistée par Batman, sinon ça m'aurait saoulé, je vous le dis. Tu sens la présence de Batman, et c'est ça qui est fort, parce qu'en fait on est dans une Gotham, c'était déjà le cas sur Gotham Central d'Ed Brubaker. Ed Brubaker, il nous dépeint une Gotham vraiment dégueulasse, vraiment craignos, où les flics sont corrompus, où il y a la mafia partout, des trafics de drogue. Ed Brubaker, pour moi, c'est celui qui arrive le mieux à comment dire, à raconter Gotham. Tu vois. Il en fait vraiment une ville, mais craignos. Et là où c'est marrant, c'est que c'est ultra violent, c'est ultra craignos, comme je l'ai dit, mais en plus, t'as le dessin très cartoon de Cameron Stewart et de Darwin Cook. Voilà. C'est-à-dire que t'as l'impression que c'est presque pour les gosses, alors qu'en réalité, ça te raconte un truc ultra violent. Regarde ça par exemple. Donc c'est vrai que c'est assez bizarre, hein, mais pour le coup, c'est vraiment réussi. Et pour en revenir à la partie scénaristique, on a un arc avec Black Mask, celui-ci il est juste fantastique. Ce que j'ai moins aimé, c'est le tome 4 avec les espèces de guerriers ninja égyptiens. Là. Ça, tu sentais que c'était la fin et que Ed Brubaker en avait plus rien à foutre et il a commencé à écrire un peu n'importe quoi à mon sens. Hein. Mais vraiment, tout le début est maîtrisé. La première histoire, on est sur un truc qui s'appelle Tom Brubaker présente Catwoman tome 1. Première histoire, il n'y a pas Catwoman dedans. Mais t'es à fond dedans. C'est-à-dire que tu te dis où est-ce qu'elle est. T'as un détective qui enquête sur la disparition de Catwoman et donc tu enquêtes avec le détective vraiment dans les bars crasseux. Le mec pète des dents, pète des gencives pour avoir des réponses à ses questions. Il y a vraiment cette ambiance très un peu Sin City, tu vois. Et il arrive à conférer à Gotham une aura, mais juste fantastique. Tu vois tu vois pas Batman une fois, si tu vois Batman par moment, mais c'est très succinct. Et tu sens surtout sa présence. Tu sens quoi qu'il arrive que Batman il est là quand même pour veiller, qu'il a énormément de boulot, c'est pour ça que tu le vois quasiment pas, mais tu sens que si vraiment ça partait en couille, il est quand même là, tu vois, pour assurer le coup. Et ce que j'ai aimé, c'est que Catwoman ici, elle a pas besoin de Batman une seule fois. De toute manière, Batman ne l'assisterait pas constamment parce que bon, elle est un peu dans des coups foireux par moment, c'est le personnage qui veut ça. Mais on a une Catwoman qui est quand même relativement altruiste. C'est-à-dire que on se penche autant sur son côté cambrioleuse et comment dire, et filoute, que sur le fait que quand les choses tournent au vinaigre, elle a suffisamment d'héroïsme en elle pour aller à la rescousse de ses amis. Tu vois. Et pourquoi pas aller à la rescousse de Gotham. C'est ça que j'adore chez ce personnage. C'est que on peut compter sur lui dans les moments les plus sombres, on peut quand même compter sur lui même si on ne s'y attend pas. Et c'est ça que j'adore chez Catwoman. Bref, ça c'est vraiment ma lecture coup de cœur. C'est ambiance Gotham Central, c'est ambiance policière, enquête avec Catwoman, enquête avec Slam Bradley qui est un détective privé qui va l'aider. On a Black Mask comme ennemi, on a plusieurs ennemis de l'univers Batman, mais toujours en sous-jacent en fait. On a un petit crossover très léger avec le Flashverse. Vous voyez, c'est pour ça que sur cette couverture vous voyez Captain Cold en fond. Parce qu'elle se déplace. En fait, il y a un petit côté très, comme on appelle ça, road movie sur la fin du run, où Catwoman, donc Selina Kyle avec son ami, j'ai oublié son nom, bref, on s'en fout, traverse un petit peu les États américains et elles vont de ville en ville. Donc elles vont à Opal City, elles vont à Central City ou Keystone City, une des deux, je ne me rappelle plus très bien. Mais voilà, on a des petits crossovers comme ça, très très légers, hein, avec d'autres univers de chez DC. Et malgré un relâchement sur la fin du run, donc comme je vous l'ai dit dans le tome 4, j'ai trouvé ça clairement moins bon que le reste. Mais tome 1, 2 et 3, vous pouvez foncer les yeux fermés. Même si vous n'aimez pas Catwoman, si vous n'aimez pas Catwoman mais que vous adorez l'ambiance film policier ou quoi, ça c'est clairement fait pour vous, vous pouvez y aller, il n'y a aucun putain de souci. Et là, je vous montre les couvertures, qui résument très bien la charte graphique des bouquins, des histoires. À aucun moment, nous avons cette Catwoman. Regardez, Catwoman, à quoi elle ressemble ici. Voilà. C'est comme ça que j'ai envie de la voir. Elle n'a pas besoin d'un décolleté plongeant et d'un 95D pour nous montrer que c'est une femme forte ou qu'elle est intéressante. Elle n'a pas besoin de ça, Catwoman, elle s'en bat les couilles. Là, elle arrive dans une pièce, il y a 4 mecs autour, elle leur met une branlée, tu vois.
Moi, j'ai découvert comme ça Catwoman, c'est-à-dire que dans le dessin animé et même dans le film de Tim Burton, on a ce côté très sensuel, très félin, sauvage, mais on n'est pas dans l'hypersexualisation, ce que je dénonçais tout à l'heure sur le personnage d'Harley Quinn. Et là on l'a pas du tout, parce qu'elle est recouverte de la tête aux pieds. Alors elle use de ses charmes en tant que Selina Kyle par moment pour arriver à ses fins, mais pas en te mettant le nez voilà, dans le soutif, tu vois. C'est pas comme ça qu'elle fonctionne. Contrairement à ce qu'on a pu voir sur les New 52 par exemple, là ça m'a un petit peu dégoûté. Quoi qu'il arrive, ça vraiment, je vous le conseille, si vous n'êtes pas habitué au personnage, le meilleur moyen de le découvrir pour moi c'est ça. C'est Catwoman par Ed Brubaker. Et ça c'est vraiment génial. En plus ça se lit très très vite, regardez, il y a 4 tomes. 4 tomes qui sont relativement courts. Tu as 160 à 200 pages max, tu vois. Donc 150 pages en moyenne même, j'ai envie de te dire. Donc ça se lit extrêmement vite et tu lis du bon, c'est du Ed Brubaker et ça déglingue sa race. Voilà. Bref, qu'avez-vous lu pendant le confinement? C'est la question que je vous pose. Qu'allez-vous lire, pardon, dès que vous pourrez ressortir, financer un petit peu vos libraires et aller vous procurer des bouquins? Moi, pour le coup, j'ai un Green Arrow, Green Lantern qui m'attendent. J'ai du Catwoman qui m'attend avec Catwoman Eternal. Et j'ai Brightest Day également. Voilà. Et donc vous, qu'est-ce qui vous attend chez vos libraires? Ciao les zingues, à la prochaine.